naissance à Dakar, un petit peu de Sciences Po, un peu l'ENA, la promotion Voltaire, la fameuse. Qu'est-ce qui t'a motivé au tout début à te lancer en politique? C'est quoi? C'est familial? C'est le hasard? C'est quoi? Hasard. Moi, je suis la quatrième d'une famille de 8 enfants, d'un père officier de l'armée de terre, d'une maman au foyer qui avait fait une école agricole. Et puis, j'étais dans l'Est, je suis venu à Dakar, donc ça, c'est toujours une ouverture sur le monde. On n'oublie jamais ses racines, même des racines qui sont aussi le fruit du hasard, où mon père était en garnison. Et après, on est revenu dans un petit village des Vosges. Et puis là, je suis allé à l'école communale, au collège du chef-lieu de canton, ensuite à l'université de Nancy. Et à l'université de Nancy, le hasard a fait qu'il y avait un professeur à l'université de Nancy qui était également professeur à Sciences Po. Il m'a dit pourquoi pas Sciences Po. Je n'avais jamais mis les pieds à Paris de ma vie. Oui. Donc on a l'impression que c'est le siècle précédent. Et donc je passe le concours, je suis à Sciences Po. Et à Sciences Po, rue des Saints-Pères, ça y est, la vraie vie. Rue des Saints-Pères. Et rue des Saints-Pères, je découvre que l'ENA existe. Parce qu'il y avait beaucoup moins d'informations que maintenant. Je passe le concours de l'ENA, je suis reçu à l'ENA. Et je sors de l'ENA à ce moment-là en 81. 81 En 81, pendant la campagne de François Mitterrand. Ouais. Moi, je sors de l'ENA, juge au tribunal administratif de Paris, et je suis embarqué auprès des anciens élèves, ceux qui venaient juste de sortir de la promotion. Est-ce que vous voulez faire du courrier pendant la campagne présidentielle? Bon, alors me voilà dans un grenier aux 2 rues de l'Élysée, faire du courrier. Et ensuite, François Mitterrand est élu, et je rentre comme chargé de mission à l'Élysée. Sur les questions de jeunesse, d'environnement qui me passionnaient déjà, de démographie aussi. Un deuxième souvenir, Ségolène, Pierre Bérégovoy. Un souvenir. Un souvenir de Pierre Bérégovoy? Eh bien si, un souvenir de Pierre Bérégovoy. Donc je suis ministre de l'Environnement en 92 et je lance déjà la voiture électrique. J'ai toujours cru à la voiture électrique. Vous vous rendez compte, en 92, si les constructeurs m'avaient suivi à ce moment-là, l'histoire industrielle de l'automobile ne serait pas la même. Et c'était Peugeot, à ce moment-là, qui faisait la voiture électrique. Et il y avait une petite entreprise dans ma circonscription des Deux-Sèvres, chez Euliez, qui fait toujours les bus électriques, et qui avait fabriqué aussi, qui avait lancé aussi une voiture électrique à partir de la voiture électrique Peugeot. Et je dis à Dominique Strauss-Kahn, qui était ministre de l'Industrie, il faut y aller. Je crois à l'avenir de la voiture électrique, parce que j'étais engagé déjà dans l'environnement, j'étais ministre de l'Environnement. On va arriver en Conseil des ministres en voiture électrique. Et à ce moment-là, Pierre Bérégovoy m'a interdit de venir au Conseil des ministres en voiture électrique, pensant que c'était un gadget. Et quelques années après, en 2004, je deviens présidente de la région Poitou-Charentes, et là, avec l'entreprise Euliez, je lance un appel à projet pour faire une voiture électrique, j'y croyais toujours, et on met sur le marché une petite voiture électrique qui s'appelle la Mia électrique. Une petite voiture magnifique, avec 3 places à l'arrière, une place à l'avant, splendide, avec des ingénieurs locaux, etc. Et les constructeurs français n'y ont pas cru. Je suis allée voir le patron de Renault, je me souviens à l'époque, je dis mais si, c'est l'avenir, je vous assure, il faut vraiment investir. Et donc l'entreprise n'a pas tenu. Ouais. Et j'ai un souvenir, c'est que le jour où l'entreprise a fermé, donc je vais dans l'entreprise, les ingénieurs, les ouvriers, tout le monde était catastrophé, pleurait, etc. On était encore sur la chaîne de production qui tournait encore. Et quand l'usine a fermé, je vois arriver un bus entièrement peuplé de Chinois, avec des appareils photo. Ils sont restés 3 jours dans l'usine, ils ont tout photographié. Tout, l'intérieur, en dessous, ils passaient sous les capots. Ils ont tout mitraillé. Tu as été présente pendant 10 ans dans cette belle région, Poitou-Charentes. C'est Charentes-Poitou ou c'est Poitou-Charentes d'ailleurs? Poitou-Charentes, bon. Qui a été absorbée malheureusement par Aquitaine. On avait Christelle Morancet qui était là à ta place. Christelle a fait une économie, elle, présidente de la région des Pays de la Loire, de 87 millions d'euros sur le budget de la région. Et ça fonctionne mieux qu'avant, avec quasiment 100 briques en moins. Est-ce que c'est une bonne idée de réduire tous les budgets intelligemment? Des régions, je parle des régions. Moi, ça dépend, parce qu'elle a aussi étranglé toute la culture. Donc je pense que les réveils seront douloureux. Vous savez, je pense qu'économiser sur la culture ou sur l'éducation, je pense que c'est la pire des choses. Hein. Comme disait Victor Hugo, pour fermer une prison, il faut ouvrir une école. Moi, je n'ai jamais économisé dans ma région sur la culture et sur l'éducation. En revanche, toute dépense supplémentaire était financée par des économies. 1 euro dépensé, 1 euro utile. Pas de dépenses supplémentaires qui ne soient pas financées par une économie. Et j'étais la seule présidente de région pendant 10 ans à ne jamais avoir augmenté les impôts. Voilà, je pense que l'augmentation d'impôts est une erreur.
Tu es aussi président d'une fondation qui concerne la planète. Oui, ça s'appelle Désir d'avenir pour la planète. Absolument, elle a été créée en 2005, c'est ça? Elle a été créée en 2017, parce que je présidais la COP 21. J'ai eu l'immense plaisir de présider la conférence de Paris sur le climat, avec l'accord de Paris sur le climat, avec les obligations vertes, la finance verte, les green bonds, etc., que j'avais lancé avec France Trésor. Et à cette réunion, à cette conférence internationale, il y avait une association de femmes mères d'Afrique, qui sont venues me voir en disant « Nous, on accouche encore dans le noir ». J'avais été interpellée par ça. Et donc, j'ai créé avec elle cette fondation qui met des panneaux solaires sur les maternités de brousse en Afrique. Donc, j'ai fait déjà 35 maternités solaires en brousse en Afrique. On peut les aider, là, les gens qui sont présents, ils peuvent donner des sous, du temps, tout ça ou pas? Non, j'ai sollicité les entreprises sur du matériel. Des panneaux solaires, de l'usine que j'avais créée en Poitou-Charentes d'ailleurs, pour succéder à un sous-traitant automobile qui avait fait faillite. À la place, on a fait des panneaux solaires. Donc cette mutation industrielle aussi, il y avait les batteries, qui à ce moment-là étaient aussi à Poitiers d'ailleurs, qui ont maintenant été délocalisées en Suède. Et donc je fais des dons en matériel, parce que les entreprises qui donnent aiment bien savoir où va l'argent. Transport maritime, etc. Donc elles donnaient. Et c'est comme ça qu'on a pu, sans frais de fonctionnement, parce qu'on est tous bénévoles dans cette fondation, faire 35 maternités solaires. Et ensuite, on a mis l'énergie solaire sur les villages de brousse, la route des chefferies du Cameroun, où j'ai découvert des choses merveilleuses, extraordinaires, des œuvres d'art dans les villages isolés, qui sont intégrés d'ailleurs à la population. Et c'était vraiment une expérience passionnante qui faisait écho à ce que j'ai toujours dit, notamment pendant la COP 21, que si on avait écouté les femmes plus tôt, on aurait découvert plus tôt le dérèglement climatique, parce que ce sont les femmes qui ont été les premières lanceuses d'alerte. On ne les a pas prises au sérieux. Mais quand elles disaient, attends, il y a 2 ans, on faisait 5 km pour aller chercher de l'eau et du bois, et cette année, c'est 10 km, et cette année, c'est le double. Ouais, elles ont vu le dérèglement climatique, elles ont vu la raréfaction de l'eau, elles ont vu, mais comme c'était des activités secondaires de donner à manger ou à boire à ses enfants, c'est très secondaire. Elles n'ont pas été prises au sérieux. Et pourtant, elles ont été lanceuses d'alerte. Mais qui va garder les enfants? Mais qui va garder les enfants? Oui, chez Fayard, là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un regard sur non, quoi? J'ai adoré écrire la ce jeunesse livre d'aujourd'hui, demain? Et ça part de cette phrase, vous vous souvenez peut-être, en 2007, où, pour me dénigrer, un éléphant du PS, comme on dit, avait lancé cette phrase « Mais qui va garder les enfants » en parlant de moi, sous-entendu. Après, il y a eu la bravitude. Mais qu'est-ce que c'est? Après, bravitude, c'est autre chose. Sous-entendu, c'est incompatible qu'elle aille s'occuper de ses gosses. Restons entre hommes. C'est moins macho, dans le cercle. C'est moins macho aujourd'hui, ce milieu politique? C'est moins macho, mais je pense que dans les cerveaux, il y a encore du boulot à faire. Bon, ça s'imite au cerveau. Et donc, je retourne le stigmate. Oui. Et je dis, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus important que de bien éduquer la génération qui vient? Et je fais une analyse de la dette générationnelle. On est en train de laisser une dette à la nouvelle génération, pas seulement une dette financière, mais une dette climatique, une dette sociale, une dette morale. Et on n'a jamais vu une telle génération aussi anxieuse que celle d'aujourd'hui. Les adultes aussi le sont. Mais la nouvelle génération est une génération anxieuse. Et ça, on n'a pas le droit de laisser une génération anxieuse, notamment dans un pays qui est plus riche, qui a 40 ans. On est presque plus anxieux, les jeunes sont presque plus anxieux que dans l'après-guerre, par exemple. Et en tout cas, le taux de natalité qui reflète, à mon avis, l'anxiété de la jeune génération est revenu, tenez-vous bien, est revenu au niveau de 1920. Ça veut dire qu'en très peu de temps, on a effacé l'ensemble des politiques familiales qui ont été créées à la Libération par le Conseil national de la Résistance, qui, dans une France pourtant appauvrie, avait imaginé une politique familiale extraordinaire pour la France. Et la France, pendant des années, a représenté cet exploit d'être le pays d'Europe avec la natalité la plus élevée et le taux d'activité féminin le plus élevé. C'était un modèle exceptionnel. Et aujourd'hui, la France s'effondre comme les autres pays européens, comme les autres pays aussi industrialisés. Et je crois que ça, c'est le signe d'une anxiété des nouvelles générations, parmi laquelle il n'y a jamais autant de tentatives de suicide. Et je dis, ça, ce n'est pas acceptable. Et que dans toutes les décisions que nous prenons, en politique, mais comme ailleurs, même dans le secteur économique, dont vous avez la responsabilité, c'est de se dire, mais ce que je fais là, est-ce que c'est bon ou pas pour la nouvelle génération?
Et comment est-ce qu'on leur redonne un horizon? Comment est-ce qu'on leur redonne une espérance? Donc c'est une Et réflexion donc, là-dessus. c'est une réflexion là-dessus et, 300 pages, et des 400 pages solutions, voilà. Combien de pages? Sur les racines, sur oui, c'est ça, 300, Ouais, 350 pages. pages. Côté Non, vin non, et mais j'ai gastronomie, bien aimé là, tout est-ce ça. que tu as 2-3 anecdotes à nous raconter? Parce que dans ta région de cœur, il y a, Eh ben, il y a des le bonnes cognac. choses. Hein, Il y a le cognac, il y avait Mm. le vin du Haut-Poitou. Bon, ça n'égale pas les vins que vous dégustez. Ça ne rend ici. plus aveugle maintenant. Il y a le vin de l'île de Ré, mais enfin bon, c'est surtout qui s'appelle île de Ré, donc ça fait un petit peu chic. plaisir. C'est chic. Non, peut-être une réflexion qui est à l'interface entre la politique et le cognac. Mm. Combien de fois le cognac passe-t-il dans l'alambic? Ah, la distillation avec vous savez l'Armagnac, ça 1 ou 2? Alors, L'Armagnac, c'est. Tu sais que c'est la blague des Armagnaciens, combien c'est de de dire. fois le cognac passe- Deux fois. Deux fois. Et les Armagnacs disent, c'est parce qu'ils loupent donc les connaissaient. François Mitterrand, qui était de Charente, Oui. et donc disait, quand on discutait de Charente, etc., parce qu'il y avait un lycée professionnel lycée professionnel du Cognac à Cognac qui était magnifique. Il y avait 2 alambics d'ailleurs magnifiques. Et donc, quand il faut réfléchir, il ne faut pas faire n'importe quoi dans la vie. Il faut réfléchir comme le cognac, c'est-à-dire que la pensée passe 2 fois dans 2 l'alambic, fois, et donc 2 fois dans le cerveau aussi. Et après, la réponse est bonne. C'était pas mal, ça. Non, je pense que c'est une décision, c'est une vision du futur. Au contraire, c'est parce qu'on a aussi déstabilisé ce qui faisait la sécurisation des familles. Et par exemple, quand on insécurise la sécurité sociale, quand on insécurise la santé, quand on insécurise les retraites, les jeunes se disent on n'aura plus de santé, on n'aura plus d'hôpitaux, on n'aura plus de retraite. Donc, est-ce qu'on va mettre des enfants au monde qui vont demain être dans l'obligation de payer nos retraites? C'est pour ça que c'est une grave erreur dans le discours sur les économies publiques. Et je me souviens, vous voyez, le dernier Conseil des ministres de François Mitterrand, il nous avait dit mais exactement ce qui se passe aujourd'hui. Pourtant, il y a longtemps, c'était en 97. Ben oui. Il nous avait dit, mais vous verrez, à chaque génération, on va vous dire, mais la retraite, ça coûte trop cher, mais la santé, ça coûte trop cher, mais l'hôpital, ça coûte... Certes, C'était mieux avant. On peut mieux organiser les choses, hein. Mais ça ne sert à rien de détruire ce que l'on a. De la même façon, puisqu'il y avait quelqu'un issu de l'agriculture, du milieu rural qui s'exprimait... Monsieur Martinet, le traiteur intraitable. J'ai bien de aimé Bourgoin. ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous voyez, Futur moi, musée. je pense aussi, je l'écris dans mon livre, qu'il ne faut pas détruire les racines. Vous voyez, quand on a supprimé les régions, on a appelé Grand Est, Grand Ouest, Grand Sud, on a perdu... C'était l'erreur, ça, pour toi? Mais c'est n'importe quoi. On a fait un progrès de civilisation. Tu dis ça parce que tu as perdu ta région, non? Oui, exactement. Bah c'est pour ça que je l'ai ressenti et j'ai vu comment les gens ont souffert. Mais remplacer Champagne-Ardenne, Alsace, etc. par Grand Est, on a fait un progrès de civilisation. Alors, le message pour la Saint-Valentin, la matin, midi et soir, pour les vacances de Pâques, pour les vacances de Noël, déjà achetez le bouquin de Ségolène Royal. On peut applaudir Ségolène très amicalement. Merci Ségolène.